Très bonne question, les deux. À Montréal, actuellement, oui, le crime organisé, définitivement. Il voulait savoir si vous étiez heureux. J'ai répondu oui. Non. La question était de savoir, est-ce que le crime organisé a vraiment infiltré l'État, soit au niveau municipal ou au niveau provincial? Est-ce que c'est seulement la pointe de l'iceberg et est-ce que d'autres sphères d'activité sont touchées? Alors, oui, crime organisé à Montréal et dans la ceinture autour de Montréal, oui, le crime organisé est là. C'est une de leurs sources de revenus les plus importantes. Vous savez, le crime organisé, là, ça se fait en 3 étapes. Le crime organisé, on commet des petits crimes, vente de stupéfiants par exemple, pour aller chercher l'argent. Deuxième étape du crime organisé, il faut lessiver notre argent. Et troisième étape du crime organisé, c'est la politique. Et vous n'avez qu'à suivre ce qui se passe au Japon. On change de gouvernement à peu près, ou de premier ministre à tous les 6 mois, mais les Yakuza, qui sont le crime organisé, les familles de crime organisé japonaises, contrôlent une partie de l'État, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Pour vous donner une idée de grandeur, les Yakuza, en termes de chiffre d'affaires annuel, c'est les revenus de Sony et les revenus de Toyota fusionnés, multipliés par 4. 60% de leurs revenus vient d'entreprises légales. Qu'est-ce qu'on fait quand on est une entreprise légale? On devient un citoyen bien vu de la société. Après ça, on influence les élus. Puis après ça, on dit aux élus quoi faire. Donc, le problème n'est pas uniquement de se faire voler de l'argent aujourd'hui. C'est qu'est-ce que le crime organisé va faire avec l'argent qu'il nous a volé? Bien, il va acheter des hôtels, il va acheter des commerces, on va avoir des restaurants pour blanchir l'argent. Il y a des hôtels là, qui n'ont jamais personne, mais quand on fait notre rapport d'impôt, c'est toujours plein à 99%. Pourquoi? Parce que même s'il n'y a pas personne dans les chambres, on vous amène des revenus, on sort l'argent qui vient du commerce du stupéfiant, puis après ça, on devient une grande entreprise légitime dans toutes sortes de domaines. Des restaurants, sur la rue Saint-Laurent, sachez que quand vous allez là, vous encouragez le crime organisé. Est-ce que c'est seulement le domaine de la construction? Non. L'informatique, 1,4 milliard de dépensés pour avoir le dossier unique en matière de santé. 10 ans plus tard, on est toujours avec le projet. Ça va nous coûter encore des centaines de millions de dollars. On n'a toujours rien. Allez voir votre médecin de famille tantôt. J'en ai pas. OK, non. Bonne réponse. Pas de médecin de famille. Il y a 6600 personnes à Saint-Jérôme qui n'en ont pas non plus. Mais si quelqu'un a un médecin de famille, allez le voir. Puis demain matin, rentrez à l'urgence de l'hôpital. Puis ni un ni l'autre a su quels sont les traitements qu'on vous a donnés. Si on vous a donné des pilules aujourd'hui, on va peut-être vous donner une autre sorte de pilule parce que vous êtes rentré à l'hôpital inconscient, puis vous allez peut-être en mourir. C'est d'un ridicule consommé. Pourtant, on a dépensé, comme je le disais, 1,4 milliard jusqu'à maintenant. Il y a ça, donc informatique, les services, nommez-les. En fait, là où il y a des gros contrats, on est capable de le faire. Juste pour vous donner une idée aussi, là, les familles de crime organisé montréalaises voulaient construire le pont entre la Calabre et la Sicile. 7,4 milliards de dollars. Ils étaient prêts à quasiment payer ça comptant. Alors, ils ont fait ça avec notre argent. Et, je ne pose pas de jugement quand je vous dis ça. Je suis contre la légalisation des stupéfiants malgré tout. Puis souvent, on m'a posé la question. C'est que les gens ne réalisent pas que quand tu achètes ta coke ou que tu achètes ton joint, immanquablement, en bout de ligne, t'aides quelqu'un à avoir assez d'argent pour qu'un jour, il vienne te faire mal. Ce n'est pas seulement la drogue qui va te tuer, mais c'est les autres qui vont te faire un mauvais parti. Longue réponse pour une simple question, M. Luc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger nos dénonciateurs? Répétez la question. Là, vous venez de toucher une corde sensible. Dans le projet de loi 1 que le Parti québécois a passé, nous a déposé cette semaine, que j'approuve à 100%. Quant au principe, bravo, je ne suis pas membre du Parti québécois, mais il faut savoir reconnaître les bons coups. Mais tel qu'elle est présentée actuellement, c'est plein de trous. Donc, le principe est bon, il va falloir qu'ils entendent ce qu'on a à dire. Et une des choses, c'était la protection des dénonciateurs. Il y a des gens qui ont été nos informateurs à l'intérieur du ministère des Transports. Il y en a une qui a développé 2 cancers. Un premier quand elle a commencé à nous parler et un deuxième, elle a eu une rechute quand il y a eu une possibilité qu'elle vienne témoigner devant la commission Charbonneau. C'est une personne honnête qui
qui s'est attaquée à elle seule contre un entrepreneur qui réclamait 4 millions. À elle seule, pendant 1 an et demi de temps, elle a réussi à faire baisser ça à moins de 2 millions. Puis ses partenaires, ses patrons l'ont abandonné. Ça, il ne faut pas que ça continue. Donc, la protection des dénonciateurs, ça, c'est quelque chose qui me touche. Puis je vous le dis, quand on a déposé notre rapport, on a été traité de tous les noms. Aujourd'hui, là, les gens disent, bien, finalement, vous aviez peut-être raison, ce que vous avez dit, mais oui, mais c'est ça, pendant ce temps-là, moi, j'ai mangé des claques, je peux vous dire que c'est dur pour la famille. Alors, oui, protection de dénonciateurs, là, vous venez de faire de l'acupuncture, mon cher. Vous venez juste de me piquer à la bonne place. Je pourrais vous en parler longtemps. Oui, vous parlez des hôtels, des restaurants, mais vous ne parlez pas des paradis fiscaux? Je pourrais vous parler des paradis fiscaux. D'ailleurs, moi, j'ai mis une centaine de millions de dollars là-bas, personnellement. Mais non, c'est sûr que ça... Écoutez, il y a des avocats, il y a des comptables qui se spécialisent pas dans de l'évasion fiscale, c'est souvent de l'évitement fiscal. Pour moi, c'est la même chose. Mais moi, je n'ai pas assez d'argent pour en mettre là. Il y a des gens qui font beaucoup d'argent et qui vont ailleurs, effectivement. Mais ce n'est pas tellement ma spécialité, mais il y a un reportage qui a été fait. On parlait de 175 milliards de dollars. 50 de l'économie du Québec, c'est au noir, selon l'OCDE. Et voilà. Et nous, on paye des taxes. Mais non seulement on paye des taxes, mais on en paye trop parce qu'on se fait voler. Est-ce qu'on va régler tous les problèmes aujourd'hui? La réponse, c'est non. Commençons par celui-là. Je sens déjà que j'ai des alliés qui vont m'aider à trouver des gens qui profitent du système. Monsieur? Sur les bémols que vous avez soulignés, oui. sur l'information qui peut-être qu'on peut en avoir trop, oui. En fait, ça pourrait limiter la concurrence. Peut-être moi, je peux dire que je n'ai pas été convaincu par ces bémols-là, parce que j'ai l'impression que c'est justement l'information qui est privée, qui est à l'intérieur des entreprises, qui devrait être libérée pour nous aider à mieux les comprendre et aussi comprendre c'est quoi les mécanismes. Si on veut de production des services, de production des produits. Et donc, moi, en fait, je vois ça comme nous aider à lutter contre la corruption et aussi contre la collusion, le fait d'avoir le plus d'informations possible sur qu'est-ce qui se passe, même dans les entreprises privées. Mais oui, si vous avez une compagnie, vous venez de développer une nouvelle technologie qui va faire en sorte qu'au lieu d'acheter des tuyaux en béton armé capables de prendre la pression, vous avez une nouvelle technologie. Et que là, vous avez un contrat avec l'État et vous dévoilez quelle va être votre technologie et que ça devient public demain matin et que vos concurrents sont capables d'aller développer cette même technologie-là. Est-ce que vous allez apprécier? Oui. Ben non. Moi, je n'apprécierais pas de vous dévoiler mes secrets d'affaires qu'il y en a d'autres qui l'utilisent. Vous pourriez faire le même argument avec les logiciels informatiques pour dire non, je ne libérerai pas le code source en fait parce que vous pourriez en fait le réutiliser. Moi, je travaille pour produire du logiciel libre en fait. Je pense que l'information doit circuler, ne doit pas être privatisée, peu importe la sphère dans laquelle on est en société. Parce que c'est notre société, on dépend tous de notre travail avec l'État. OK. Moi, je pars une compagnie, je prends des risques. J'hypothèque ma maison, je développe un logiciel ou un produit quelconque, je mets ma famille à risque. Puis là, vous me demanderiez de prendre tous mes secrets technologiques, toute ma propriété intellectuelle, puis de la déposer à tout le monde. Mais c'est tout ça que vous me demandez? Je fais la même chose quand je produis des logiciels libres, quand on parle de coopérative de travailleurs. Regardez. Donc, c'est des visions qui s'affrontent. Puis, mais c'est un peu comme je suis un auteur, je compose une chanson, il y a quelqu'un qui pirate mon disque, puis j'ai aucune redevance. Parce que c'est juste. Mais moi, savez-vous ce que les gens vont faire? Ils ne viendront plus faire affaire avec le gouvernement. Ils vont garder leur propriété intellectuelle. Juste pour rebondir là-dessus, c'est parce que je pense qu'il y a une différence entre dire utiliser telle technologie pour mon tuyau et dire il a coûté tant au mètre. Je pense que ce qui intéresserait pour ça, c'est de savoir c'est quoi le coût, qu'est-ce que ça a représenté, puis comment ça se compare par rapport à la budget. Dire comment il a été fait, je veux dire, ça n'intéresse personne, à moins que ça coûte plus cher et que du monde puisse dire oui, mais on a payé plus cher parce que c'était telle technologie qui va être plus durable, par exemple. Vous avez raison. En fait, c'est ça qui devrait être la bonne réponse. Vous avez 5 sur 5 pour la réponse. Non, mais pour la vraie. En fait, là, ce que vous voulez savoir, c'est si je fais 100 pieds de tuyau, puis ça me coûte 100 000,
mais que j'ai une nouvelle technologie, puis ça me coûte 300 000, bien là j'ai une donnée qui me permet de dire, pas d'accord avec ça, on va prendre l'ancienne technologie, si ça me donne la même chose. Il faut juste s'assurer que le produit fait ce qu'il est supposé de faire. Oh, bon. OK, là, je vous enlève 2 points, je vous donne 2 points de plus. Je pense qu'à vous deux, vous avez la bonne réponse. OK pour le prix, en même temps la même qualité. Ça, c'est la bonne réponse. Vous avez raison. Monsieur. Monsieur Lucchino, quand vous avez parlé tantôt de la différence entre les firmes d'ingénieurs qui font la conception versus la réalisation, l'exécution des travaux, vous dites que c'est une mauvaise idée. En termes de génie, c'est assez compréhensible que ce soit une suite logique parce que c'est assez complexe. Où en est les contrôles de qualité? Bien souvent, c'est que la firme qui a fait les plans et devis, qui fait la surveillance des travaux, a aussi les propriétaires des laboratoires. Fait que quand ils vont prendre une carotte, il faut être sûr que ça va être exceptionnel, parce qu'ils se protègent. En fait, nous autres, ce qu'on a proposé, puis on s'en va vers ça, c'est qu'on ait une firme complètement séparée qui se spécialise dans la surveillance des travaux. On a parlé à des ingénieurs qui sont venus nous raconter des histoires d'horreur sur des chantiers quand ils ont eu des menaces de la part d'entrepreneurs parce qu'ils faisaient leur surveillance des travaux selon les normes. C'est pas ça qu'on voulait. Exemple, un entrepreneur doit sortir 100 camions de terre contaminés. Je ne sais pas si vous êtes amateur de pépines, comme tous les garçons, vous devez l'être. Mais êtes-vous capable de m'expliquer pourquoi 100 camions de terre sont sortis de ce site-là et que les 100 camions pesaient 10 tonnes? Pas 9,5, pas 10,5, 10 tonnes. L'opérateur de pépines, il est bon pour toujours faire 10 tonnes. Ce que ça dit, c'est que peu importe ce que tu mets dans le camion, quand tu vas arriver à la peser, ils vont te peser ça à 10 tonnes. Juste ça, c'est un signal d'alarme. Puis on s'est fait jouer des tours. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, bien souvent, on va sortir de la terre qui n'est pas contaminée. Mais on te la charge comme étant de la terre contaminée. Donc, il y a des extras. Il y a un point tel que, quand on a été créé, l'unité anti-collision, il y a des gens qui cherchaient de la terre contaminée parce qu'ils avaient chargé dans un chantier célèbre de Montréal 100 quelques camions de terre contaminés, n'étaient pas contaminés. Ils avaient peur, encore une fois, qu'on allait prendre des carottes pour se faire dire il n'y a pas de terre contaminée là-dedans, mais ils ont chargé 3 fois le prix qu'ils devaient nous charger. Alors, voyez-vous qu'il y a des petites magouilles? Oui, dernière question. Oui, ça, moi, je prends une dernière question. Oui. Est-ce que le fait d'infiltrer, par exemple, des réseaux, le gouvernement, tout ça, avec des agents d'eau de la police, qui se présentent comme des fournisseurs de services, etc., pour offrir d'acheter ces gens-là, pourrait être une solution, parce qu'à un moment donné, c'est comme ça que les gens de la mafia, puis les anciens gaz qui étaient filmés, qui nous ont présenté dans la commission Charbonneau, c'est un peu ce qui s'est passé. Ils ont infiltré des réseaux. À quelque part, si je sais que je peux me faire soigner, ça va peut-être... La peur, c'est le début de la sagesse. Ben, alors, sans rentrer dans les techniques d'enquête, il y a plusieurs techniques d'enquête qui peuvent être utilisées. Mais, ça n'a certainement pas été fait parce qu'il aurait trouvé facilement. Écoutez la commission Charbonneau. Oh, vous dites tout de suite. Il y a 4 témoins qui ont entendu, on en a dans 75. Ah. À l'élu, dans le sens où il y a plusieurs institutions qui font le lien entre le citoyen et le gouvernement. Commission d'accès à l'information, les différents organismes qui font ce lien explicite. Est-ce que leur mandat ou leur mission ne devrait pas être revue pour resserrer, pour redonner confiance aux individus, de s'adresser au gouvernement et d'obtenir des réponses quand on les pose et non pas de s'instruire dans un long dédale de procédures? Monsieur n'est pas membre de la CAQ, mais je vais faire attention parce qu'on m'a dit que c'était apolitique. Mais vous connaissez la position de la Coalition Avenir Québec. On veut éliminer des structures qui n'amènent pas de meilleurs services à la population. Alors, il faut aplanir nos organisations, que ce soit agences de santé, commissions scolaires. Est-ce qu'on est capable d'avoir c'est pas des jobs, on ne veut pas créer des jobs de bureau, on veut donner des jobs. Quand vous êtes en éducation, il faut juste s'assurer que nos enfants vont sortir de l'école secondaire et vont être capables d'écrire leur nom sans faire de faute. Donc, ça nous prend des spécialistes à ce niveau-là, pas dans des bureaux. Puis, je suis obligé d'arrêter. Je pensais notamment en commission à l'éthique. Oui. Tous ces organismes qui servent à baliser un peu le rôle du gouvernement. Oui, mais ça leur prend des dents. Si vous